Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous l'opportunité d'investissement sur CSX Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On en a déjà parlé ici, donc on a regardé les marges, les revenus, etc. Ici, on va faire un tour très rapidement ici. Et pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où on a partagé ici une analyse sectorielle pour ce type d'entreprise ici. Donc, tout ce qui concerne ici le transport ferroviaire. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir à peu près afin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. C'est une très belle entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Donc, accrochez-vous, ça va aller très vite. OK? Donc, ici, on me demande de payer. Quand je prends cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, je vais regarder les marges, l'évolution des revenus, l'évolution des marges, l'évolution de la dette nette. OK? Donc, je pense que si vous êtes nouveau sur la chaîne ici, c'est comme ça qu'on procède généralement. Et voilà, si vous êtes des anciens, vous connaissez à peu près la chanson. Croissance des revenus, on a plutôt une stabilité des revenus ici. Pourquoi est-ce que ça a augmenté sur les dernières années? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'on a fait une acquisition ou bien c'est par rapport ici à tout ce qui concernait ici la pression au niveau de la chaîne d'approvisionnement? OK? Parce qu'on a pu augmenter les prix. Donc, ici, on va regarder sur les derniers mois. Est-ce qu'on a fait une acquisition quelque part? On a une acquisition de 500 millions à ce niveau-ci. Est-ce que c'est vraiment ces 500 millions ici qui a poussé l'entreprise à avoir 2 milliards en supplément? Je n'en sais rien, mais ça reste une piste ici à explorer. OK? Maintenant, on va checker la marge brute. Est-ce qu'on a une marge brute stable ou croissante dans le temps? On a plutôt une marge brute croissante jusqu'en 2021. Là, on a une stabilité, mais voilà, on a une croissance quand on regarde grosso modo ici le tableau de 99 à aujourd'hui. Donc, ça dit qu'elle augmente de plus en plus les prix. Et vous l'avez vu également sur les autres compagnies ici de chemin de fer qu'on a tantôt identifiées. OK? Donc, ce sont des entreprises qui ont un pricing power. Là, OK? Donc, ensuite, on va checker ici la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA augmente ou diminue dans le temps? Et également la même chose. Même chanson pour la marge EBITDA. Et là, on va se dire une chose, et je pense que c'est la deuxième fois que je remarque ça sur Coifin, la marge brute égale à la marge EBITDA, ça n'a pas trop de sens selon moi. Ou bien quand l'écart n'est pas très élevé. Je sais que ces business, ils sont en capital intensif et je sais également qu'il y a un niveau, il y a également du personnel derrière, donc ça n'a pas trop de sens. Donc, je pense qu'il y a une erreur sur la marge EBITDA ici, mais ce n'est pas plus grave que ça parce que je pense qu'on va pouvoir se rattraper avec la marge, avec les bénéfices nets et les free cash flow. Histoire de voir si les deux parlent le même langage, on les prend sur le même graphique. Qu'est-ce que ça donne ici? On a encore la même chose, des net income qui sont plus élevés que les free cash flow. Là, parce que la dépense en capital dans ce business est élevée. Et quand je vois déjà ça, je ne peux pas, même si je voulais payer du 20, ces entreprises méritent à peu près 20 fois les bénéfices par là, vu la qualité. OK? Enfin, en prenant en considération ici une normalisation des taux d'intérêt, hein, d'accord? Donc, on va se dire ceci, c'est un business qu'il ne faut pas payer en date d'aujourd'hui au-delà de 17 fois les bénéfices, OK? Et en prenant en considération la dette, bien sûr. Donc, il faut faire très attention en date d'aujourd'hui sur ce business-ci. Maintenant, on va regarder la dette nette sur EBITDA en termes de ratio et on va regarder ici la dette nette en termes de volume. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici qu'on a une dette nette de 17 milliards ici. Vu qu'on a c'est avec les free cash flow qu'on paye la dette nette, on va voir à peu près quel est le niveau de free cash flow qu'on obtient généralement, à peu près 3 milliards. Donc, quand on divise à peu près ici, donc ça on 18, on peut repayer la dette nette ici en 6 ans uniquement avec les free cash flow. C'est déjà une bonne chose parce qu'on recherche généralement ici quelque chose en dessous de 10 ans et je parle des free cash flow, pas des bénéfices nets. OK? Donc, on va se dire ici que c'est ce niveau d'endettement, c'est assez correct pour cette compagnie. OK? Donc, on continue. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Même chanson, elles rachètent massivement leurs actions. C'est une bonne chose. OK? Donc, on a fait le tour. On sait à peu près combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer pour ce genre de business-ci. Le marché paye généralement combien de fois les free cash flow, histoire de voir. Faites attention quand les bénéfices nets sont moins élevés. Quand les free cash flow sont moins élevés, on aura tendance à avoir un multiple ici qui est très élevé, alors que ce n'est pas le cas parce que là, ce sont les bénéfices nets. Là, ce sont les free cash flow. On vous dit 27 fois les free cash flow. Je ne pense pas que je ne peux pas payer. Bon, enfin, si je prends les free cash flow, oui, je paierai à peu près à ces niveaux-là. Mais même, faut toujours faire attention. Donc, vu qu'on va se baser ici sur les bénéfices nets, parce que théoriquement, free cash flow égale au moins à bénéfice net plus quelque chose. OK? Donc, il n'est pas normal que pendant longtemps, on ait des bénéfices nets, des free cash flow moins élevés que des free cash flow. Donc, il faut aller questionner la raison derrière. Donc, moi, je vais prendre ici les bénéfices nets. Je les prends ici. Je normalise, enfin pas normaliser, je prends les bénéfices attendus sur les 12 prochaines années, enfin sur les 12 prochains mois, d'accord? Donc, on les prend sur les 10 dernières années. Ici, on a à peu près 17 fois les bénéfices. Les forward PE, OK? Je prendrai donc 17 fois. Et comme je dis toujours ici, ça reste un rendement. Quand je paye 17 fois les bénéfices, ça veut dire que je recherche à peu près un rendement de 5,88%. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que ça donne ici en termes d'évaluation CSX qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist? Qu'est-ce que ça nous donne?
une entreprise que je ne paierai pas plus de 17 fois les bénéfices. C'est-à-dire que, est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici? On a déjà mentionné, ce sont des entreprises assez prévisibles. Donc, on a à peu près ici 44,5 $44,50 ici, si on la rachète ici à 20 fois les bénéfices, mais ici on rachète du 17 fois les bénéfices. Donc on fait quoi? 1, 7, on valide la transaction, boum, ça donne ça. On a à peu près $37,83. Je ne paierai pas plus de $37,83 pour ce business-ci. Donc, arrondissons même à $38 parce que la précision ici ne sert strictement à rien du tout, parce que ça reste ici un intervalle de valeur. Donc, moins la dette nette. La dette nette ici est à combien? Voilà, on regarde la dette nette en date d'aujourd'hui. 1, 2, qu'est-ce que ça donne? Dette nette quarterly, on a à peu près $8,76 de dette nette, donc moins 8,76, ça nous donne ici à peu près $29 l'action. Donc, en prenant en considération les bénéfices nets de 2025. Donc, on se dira que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Évidemment, il y a le dividende, etc. Il est croissant année après année. Pour ceux qui connaissent déjà la chanson, je sais qu'il y a des spécialistes par rapport à cette croissance dividende-là. Ça fait, en moyenne, c'est 15% de croissance sur les dernières années. Quand on les prend ici entre 2017 et 2023, on a à peu près 8% de croissance. Donc, il ne serait pas étonnant de voir ici ce dividende continuer à augmenter de l'ordre au moins de 5 à 6% par là. Mais attention, ce qui compte ici sont les bénéfices nets. Ce qu'il regarde, il faut également voir ceci. En date d'aujourd'hui, celui qui avait acheté, quelqu'un a acheté cette compagnie ici en 2003, il a son yield, son rendement de dividende ici par rapport au prix payé en 2003 ici, son rendement est de 24,73%. Donc, on se dit ici que bon, si je fais la même chose sur les prochaines années, il y a de grandes chances que j'ai du 24,73%. Mais non, attention, la taille du marché, l'entreprise a peut-être déjà consolidé son secteur d'activité. Donc, peut-être que nous avons une entité qui est assez mature ici aujourd'hui. En supplément de ça, dans les 5-20 prochaines années ici, on n'est pas à l'abri ici d'une dépense à capital de plus en plus élevée. Allez lire ici la note d'analyse que j'ai envoyée tantôt sur l'analyse sectorielle ici. OK? Donc, il faut faire attention à ne pas faire ce genre d'erreur. On n'extrapole pas le rendement des dividendes, etc. Non. Aujourd'hui, vous payez une compagnie qui peut vous reverser à peu près 5,95% en dividendes. Si elle vous appartenait totalement, si elle avait l'obligation de reverser 100% de ses bénéfices. OK? Donc, aujourd'hui, c'est 1,42. Donc, votre plafond de verre, c'est 5,95. C'est ce qu'il faut voir ici aujourd'hui. Celui qui l'a acheté en 2009, en 2008 ici, son plafond de verre ici, c'était à peu près 10%. OK? Avant toute croissance supplémentaire. OK? Vous, c'est 5,95 aujourd'hui. Et si on prend en considération les bénéfices nets attendus en 2025, si ça se réalise, bien sûr, par rapport au prix actuel, disons à $31, on a à peu près un rendement de 7,19%. OK? Donc, admettons qu'elle distribue 80% de ce qu'elle gagne. Donc, on va se dire qu'au prix actuel, si je l'achète et que ça se produit un jour, je n'espère pas plus que 5,75%. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. OK? Intéressez-vous au business avant tout. C'est un bon business. On sait également que les free cash flow ont tendance à être moins élevés. Et puis d'ailleurs, c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende, pas avec les bénéfices nets. Parce que ce qu'on fait ici, on sous-entend que à la longue, free cash flow sera égal à bénéfice net. Or, pour le moment, ça fait les 20 dernières années, c'est pas ce qu'on a eu. Donc, faites très attention, soyez très, très prudents ici. Ne pas surpayer pour ce dossier-ci. C'est la raison pour laquelle moi, je vais me limiter à $30 ici. Et encore, même à $30, j'aimerais avoir un prix plus bas que ça. Tout simplement parce que j'assume ici le risque ici que les free cash flow sont de moins en moins élevés. Enfin, soit les free cash flow restent moins élevés que les net income. Et voilà, la probabilité est très élevée. Donc, il faut faire attention. OK? C'est une belle entreprise, mais voilà. Allez au-delà des chiffres. Posez la question ici, regardez le business, les opportunités ici, ainsi que les risques. OK? Commencez par la note d'analyse sectorielle. Le lien est dans la description de la vidéo, dans la top newsletter et en bas de page ici au niveau des free notes. OK? Donc, vous connaissez déjà la chanson. Allez-y regarder si ça vous intéresse. OK? Donc, prochaine vidéo ici. On se dit à bientôt.